C'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art roman en France et en Europe, le symbole de la richesse patrimoniale d'une ville à l'histoire foisonnante et surprenante, Poitiers, Notre-Dame la Grande, édifiée dans la seconde moitié du XIe siècle et surtout connue pour cette superbe façade sculptée par des artistes aguerris. C'est aussi une invitation à remonter le temps, destination l'âge d'or de la cité poitevine, le Moyen-Âge. Aujourd'hui, cap sur Poitiers, un livre d'histoire à parcourir. On présente souvent Poitiers comme la ville aux 100 clochers. Bien sûr, le chiffre est exagéré, mais il traduit une réalité. Son patrimoine religieux est tout simplement exceptionnel, à l'image de l'église Sainte-Radegonde, l'une des plus anciennes de la cité. La pièce maîtresse du quartier épiscopal, c'est la cathédrale Saint-Pierre, financée en partie par un couple royal, Aliénor d'Aquitaine et Henri Plantagenet, roi d'Angleterre. Quelques années après leur mariage à Poitiers, en 1152, la cathédrale est mise en chantier. Il faudra plus de 100 ans pour la terminer. Bonjour Laurent. Bonjour. Depuis toujours, l'accès privilégié pour rentrer dans la cathédrale, c'est de passer par ce parvis. Le premier choc que l'on a, c'est cette façade. Oui, la façade occidentale, qui est donc la façade principale de la cathédrale de Poitiers, qui est dominée par ce grand tympan qui représente le jugement dernier. Dès le début, on commence à envoyer un message aux croyants, à celui qui vient. Oui, c'est à la fois la porte principale, donc ça invite à rentrer à l'intérieur, et c'est aussi un petit peu un symbole, un avertissement pour dire attention, si vous respectez les préceptes de la religion, vous irez au paradis, sinon vous irez en enfer. Mais c'est surtout, à mon sens, une invitation pour rentrer dans la cathédrale. Ah oui, d'accord. J'ignore si aujourd'hui on a la même sensation qu'au Moyen-Âge, mais on est saisi par les dimensions, l'ampleur. Oui, c'est ce qui est assez caractéristique dans la cathédrale de Poitiers, c'est cette architecture d'église-halle, c'est-à-dire une église dont les bas-côtés sont pratiquement aussi hauts que la nef principale. Donc en termes de dimension, le vaisseau mesure une centaine de mètres de longueur à l'intérieur, les bas-côtés 24 mètres et la nef centrale une trentaine de mètres donc sous clé de voûte. Puis là, on a la surprise de découvrir ces peintures murales qui datent donc du XIIIe siècle, où on voit qu'on a un complément entre la peinture, qui est directement appliquée sur la pierre, et la sculpture, puisqu'on voit que donc ces petites têtes viennent compléter le personnage en trompe-l'œil. Aujourd'hui, c'est le seul exemple que l'on ait dans une cathédrale en France. Laurent, conservateur de la cathédrale Saint-Pierre, en connaît tous les secrets, les parties inaccessibles au public. Comment imaginer que derrière cette porte, un petit escalier nous conduit au plus près d'un véritable joyau? Un vitrail remontant aux années 1170, l'un des plus anciens de tout le monde chrétien. C'est exceptionnel d'être au pied de ce vitrail que normalement on voit depuis l'église, qui attire le regard, mais là on est en contact direct. Ah oui, là on est directement contre ce grand chef-d'œuvre de l'art des maîtres verriers du XIIe siècle. Et là, on est à son pied, ce qui permet d'admirer le détail un peu de cette mosaïque de verre et de lumière. Alors, des détails, justement, il y en a vraiment importants, notamment celui qui est devant vous. Oui, alors on a la chance, quand on est ici, de pouvoir voir ce panneau qui représente Aliénor d'Aquitaine et donc son mari, Henri Plantagenet, en train d'offrir la maquette du vitrail. On retrouve exactement donc, la division du grand ouvrage qui nous domine. La voici enfin, la célèbre Aliénor, on la voit. Enfin, une photographie du XIIe siècle authentique où on représente Aliénor d'Aquitaine. Moi, je suis très touché par les détails des visages. Henri Plantagenet, son œil, là, et puis d'autres, alors je sais pas, on dirait un squelette presque ici.
Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que finalement, ces vitraux qui sont à une quinzaine ou une vingtaine de mètres du sol sont, lorsqu'on est le nez dessus, excessivement précis, alors que bien évidemment, d'en bas, ce qu'on capte simplement, c'est la composition générale. C'est sans aucun doute, pour le XIIe siècle, le plus grand conservé et un des mieux préservés dans ses dimensions et dans sa richesse chromatique. Toujours plus haut, toujours plus surprenant. Avec Laurent, nous découvrons maintenant les dessous des dessus. C'est impossible d'imaginer qu'il y a ça dans les parties hautes. J'ai l'impression de voir presque une deuxième cathédrale. Eh oui, il y a presque une cathédrale de bois au-dessus de la cathédrale de pierre. Donc on est ici à l'aplomb de la charpente du chœur. Donc il faut imaginer qu'on a encore le double de charpente qui se prolonge de l'autre côté du transept. Et on est sur une charpente qui mesure à peu près 18 mètres ici, entre le sol où on est et le sommet du faîtage. Nous sommes vraiment dans les coulisses parce que face à nous, il y a cette forme, c'est l'envers du décor. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais on est sur l'extradose de la voûte, c'est-à-dire qu'on voit la partie supérieure des voûtes sous lesquelles nous étions tout à l'heure. Et on voit en fait donc les pierres, la façon dont elles sont assemblées pour constituer donc, ces séries de dômes qui caractérisent la cathédrale de Poitiers. Ça, il y a combien de vide là en dessous de nous? Là, on doit avoir une vingtaine de mètres sous nos pieds. Les émotions vont crescendo. Là, on est au sommet de la cathédrale. Quelle vue! Oui, on est à une cinquantaine de mètres du sol. Et d'ici, on a cette vue assez exceptionnelle à la fois sur la cathédrale, sur sa grande façade occidentale, et puis sur les toits de Poitiers, bien évidemment. Derrière la cathédrale, en fait, est symbolisée une puissance, la puissance religieuse qui marque l'histoire de Poitiers. Qui la marque vraiment, d'autant plus qu'ici, on constate que la ville est vraiment piquetée de clochers, de flèches, qui nous rappellent son surnom de ville aux 100 clochers, et qui montre bien que ça a été une grande capitale religieuse, une ville sainte sur la route du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Si Poitiers a connu un tel développement, c'est parce qu'elle bénéficie d'un site naturellement protégé. Déjà, des tribus gauloises avaient vu le profit attiré d'une géographie particulière. Ce n'est pas pour rien que Daniel Closier, guide conférencier, commence souvent ses visites au bord de l'eau. Bonjour Daniel. Bonjour Eric. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici? Alors là, nous sommes sur une petite passerelle au-dessus du Clain, donc qui est la rivière principale de Poitiers. Alors il faut savoir que Poitiers, c'est une ville qui a quand même un site tout à fait exceptionnel, dû justement à l'érosion des deux rivières. Du coup, on a l'avantage d'être entouré de falaises. Alors c'est vrai que ça peut être gênant pour l'aménagement d'une ville, mais dans l'Antiquité, c'est extrêmement pratique, puisque du coup, on est protégé naturellement. On parle des remparts naturels de Poitiers à cause de ces falaises. Surprise! Poitiers, connu principalement pour son patrimoine médiéval, est aussi une cité antique. Suite à la conquête romaine, la petite ville gauloise va en effet être totalement transformée. Il reste très peu de vestiges visibles de cette période, mais Daniel sait les débusquer. C'est très beau déjà. Qu'est-ce Voilà. que c'est? Alors ça, c'est le principal vestige romain visible à Poitiers quand on visite. C'est tout ce qui reste, du moins on va dire de visible facilement, de l'amphithéâtre qui a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors c'est quelle partie de l'amphithéâtre? Alors c'est un couloir d'accès. Et ce qu'on voit en fait là derrière nous, c'est en réalité ce n'est pas l'amphithéâtre lui-même, c'est le squelette de l'amphithéâtre si on veut. C'est les pierres de construction qui à l'origine étaient recouvertes d'un beau parement en pierre qui a disparu après l'abandon de l'édifice. J'ai un peu de mal à réaliser ce que ça donnait un amphithéâtre ici. Alors effectivement, c'est pas avec les vestiges qui sont là qu'on a une très bonne idée. Il faut pour ça avoir un peu d'imagination. Alors justement, il y a là j'ai avec moi une aquarelle de Jean-Claude Golvin qui a été faite il y a quelques années. Oh là! Voilà, à partir des informations les plus récentes qu'on a sur le bâtiment. Alors c'est une restitution hypothétique, mais ça nous donne une bonne idée de l'importance et de la taille de ce monument à l'époque. Alors la capacité des arènes de l'Hémonum sont estimées entre 34 et 35 000 spectateurs. Donc c'est absolument gigantesque. C'est parmi les plus grands amphithéâtres jamais construits en Gaule par les Romains. Alors qu'il est resté en ruine pendant très très longtemps. Il a été quasi totalement démoli à partir des années 1857 à peu près. Les urbanistes du 19e siècle, pris par la nécessité de moderniser la ville, avaient parfois tendance à raser sans discernement. Et il s'en est fallu de peu pour que disparaisse l'un des monuments les plus exceptionnels de Poitiers, un témoignage rare de cette époque où le christianisme devient la religion officielle. Nous voilà
devant le baptistère Saint-Jean, qui est le plus ancien bâtiment religieux de la ville. Alors il est certes beaucoup plus spectaculaire et mieux conservé que l'amphithéâtre romain, mais il faut penser qu'il a échappé de peu au même destin, parce qu'en 1835, la ville, qui veut s'agrandir, prévoit de percer une rue pour prolonger un pont un peu plus bas, le pont Neuf, et cette rue doit passer pile au travers de ce bâtiment. Il y a le projet de carrément raser complètement. On n'en ce avait monument. strictement rien à faire, et heureusement en 1835, l'État a acheté le bâtiment, et c'est le premier monument en France à être sauvé par une intervention de l'État. Et il remonte à quelle période? Alors c'est un bâtiment qui est extrêmement ancien puisqu'il date du tout début du christianisme. Ses origines remontent au 4e, 5e siècle. Et alors de l'extérieur, c'est une élévation qui est déjà assez chouette, mais il faut penser que c'est surtout l'intérieur qui est particulièrement spectaculaire. Alors, voilà la raison d'être de ce lieu. C'est-à-dire? Alors là, vous avez la piscine baptismale. Donc, il faut penser qu'au temps des tout débuts du christianisme, la pratique du baptême ne se fait pas du tout comme elle s'est faite par la suite. On prend modèle sur le baptême du Christ tel qu'il est décrit dans les évangiles. Et comme le Christ est baptisé adulte par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain par immersion complète, du coup, on reproduit la description par la pratique du baptême. Ça, c'est une pratique qui a duré à peu près jusqu'au 8e siècle. Et au Moyen-Âge, donc à l'époque romane, le bâtiment va être reconverti en église paroissiale. Et on lui donne le nom de Saint-Jean-Baptiste pour rappeler les origines de l'édifice. Réutilisation du lieu, et quelle réutilisation? Parce qu'au-dessus de nous, il y a des peintures extraordinaires. Enfin, moi, je suis surpris en rentrant. C'est de quelle époque, romane? Alors, il y a plusieurs niveaux de peinture. En fait, les premières séries de peintures qui sont les plus belles ont été faites à la fin du XIe siècle. Et la partie basse, en dessous de la corniche, a été entièrement repeinte à l'époque gothique, avec des scènes de la ville de Saint-Jean-Baptiste. Du coup, aujourd'hui, c'est un peu étrange, parce qu'on a, comme des papiers peints, on a plusieurs superpositions de fresques, comme ça, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et au niveau pédagogique, c'est génial, parce qu'on peut comparer les styles romans et les styles gothiques assez aisément. Daniel, pour les historiens, ce baptistère, c'est vraiment un petit trésor? Tout à fait. Il faut penser que la piscine qui est là a été récemment datée du 5e siècle, après Jésus-Christ. Et l'état de conservation exceptionnel du bâtiment, qui est un vrai reliquaire des âges, en font des plus anciens bâtiments chrétiens conservés en Gaule. Donc c'est vraiment un témoin précieux du développement du christianisme à ce moment-là. Au XIIe siècle, la ville, à l'étroit dans ses remparts romains, se dote, grâce à Aliénor d'Aquitaine, d'une nouvelle enceinte immense, 6,5 km de long, pas moins de 80 tours. La cité religieuse est devenue au Moyen-Âge une cité politique. La preuve se trouve en haut de cet escalier. L'actuel palais de justice occupe en fait le palais des comtes de Poitou et ducs d'Aquitaine. Bonjour Cécile. Bonjour. Il suffit de tendre l'oreille pour comprendre pourquoi cette salle s'appelle les salles des pas perdus. Elle est tellement immense, c'est impressionnant. Ah oui, c'est une des plus grandes salles romanes de France et peut-être même d'Europe. Elle a été construite, en tout cas demandée par Aliénor d'Aquitaine. C'est la même architecture d'ailleurs que la cathédrale. À quoi servait cette salle? Alors c'est la grande salle d'apparat du Palais des Comtes, donc comte de Poitiers, duc d'Aquitaine, certainement pour rendre la justice, pour accueillir aussi les grands personnages qui sont accueillis en ville. On peut imaginer des banquets alors aussi. Oui, évidemment, on a envie d'imaginer des banquets aussi, en tout cas une salle qui est faite pour impressionner évidemment, pour donner l'impression du pouvoir. Cette salle de 50 mètres de long n'est qu'un des éléments d'un grand palais dont les origines remontent à la création du royaume d'Aquitaine par Charlemagne. Les comtes-ducs, qui au fil des siècles vont se succéder, n'ont cessé d'agrandir, d'aménager le bâtiment. C'est ainsi que 200 ans après sa construction par Aliénor, cette salle d'apparat reçoit un nouveau décor. Ça a été ajouté par un grand prince, Jean de Berry. Donc le mur initial a été enlevé et on a donc élevé cette façade de lumière avec ces 3 grandes cheminées. Au-dessus des cheminées, il y a des fenêtres. C'est quand même assez rare. D'habitude, il faut évacuer la fumée. Comment on s'y prend? On a des conduits qui se voient par l'extérieur et donc qui ont été calés derrière les verreries pour laisser le maximum de lumière pénétrer dans la salle.
l'objectif est encore et toujours d'impressionner. Cécile nous emmène maintenant dans la tour Maubergeon qui ne se visite jamais. C'est la partie privée là où les comtes géraient leurs affaires, dirigeaient l'administration. Poitiers a été durant tout le Moyen-Âge un grand lieu de pouvoir et même pour un temps la capitale du royaume de France. C'est un peu pour ça aussi que pendant la guerre de 100 Ans, au moment où Paris a été pris par les Anglais, la cour se retire et Poitiers devient une des deux capitales de la France, avec en particulier l'installation du Parlement. Poitiers, lieu de pouvoir religieux et laïque, fut également un foyer intellectuel. L'université, fondée en 1431, est l'une des plus anciennes de France. Elle comptait à la fin du Moyen-Âge 4000 étudiants, un chiffre considérable pour l'époque. À la Renaissance, elle a même accueilli de grands noms, Rabelais, Ronsard, Du Bellay ou encore Descartes. La tradition se perpétue. Avec plus de 22 000 étudiants représentant le quart de la population, Poitiers est la ville la plus étudiante de France. L'université occupe parfois des bâtiments prestigieux comme l'hôtel Fumé, un splendide hôtel particulier du XVIe siècle de style gothique flamboyant. C'est ici que nous retrouvons quelques élèves du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale. Créé en 1953, c'est l'une des écoles les plus prisées en Europe par les médiévistes. La preuve, ces jeunes gens viennent d'Italie, de Côte d'Ivoire, de Taïwan, d'Espagne, du Liban. J'ai décidé de venir à Poitiers pour étudier le Moyen-Âge parce que le centre est une référence au niveau international pour les études au niveau médiéval et parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de véritable spécialiste dans la discipline. Dans toute la France, Poitiers est le centre le plus important, presque le seul on peut dire. Donc si j'ai choisi de partir de Venise pour arriver à Poitiers, c'est parce que je savais que j'avais la possibilité vraiment de me spécialiser très très bien. Quand on arrive de Taïwan, c'est une ville qui surprend. Qu'est-ce qui t'a touché le plus en arrivant dans la ville? Quand je suis devant l'église de Notre-Dame de la Grande, oui, c'est impressionnant et ça attire les yeux. Oui. Quand je vois la silhouette de Saint-Hilaire, c'est riche. Ouais. Ça te rend heureuse, visiblement. Oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le Moyen-Âge? Franchement, quand on demande aux jeunes quelle est votre passion, on répond rarement le Moyen-Âge. L'art médiéval m'intrigue. En effet, le Moyen-Âge est une période qualifiée d'obscure, puisque très méconnue et dissimule un côté au niveau humain et sacré, très énigmatique. Quel est le bâtiment que tu préfères à Poitiers? Je parlerai d'une église, le baptistère Saint-Jean. On y trouve des images du XIIe siècle. C'est comme si c'était un rêve de voir ces églises avec ces images, puisque chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pratiquement pas ça. C'était quand même un événement pour moi. Quand on vient de l'étranger, d'Espagne, pour toi, que tu vois le baptistère, est-ce que vous nous enviez un peu d'avoir ce monument en France? Oui, parce que c'est vraiment un lieu unique dans le monde occidental. Il n'y a pas beaucoup de monuments si anciens de la christianisation d'Occident de cette époque-là. Et finalement, vous en avez peut-être plus conscience que les gens qui habitent ici, parfois, de l'importance de ce lieu. Il y a beaucoup de gens qui ont conscience, j'espère, de l'antiquité, de la richesse de la ville de Poitiers. Notre chasse aux trésors médiévaux nous conduit maintenant dans un endroit sous haute surveillance, les réserves de la médiathèque François Mitterrand. Exceptionnellement, Martine Bobin, responsable du fonds ancien, nous ouvre une salle particulière, plus qu'une bibliothèque, un coffre-fort. On peut être dans un endroit très protégé, apparemment. C'est le coffre où sont conservées les éditions les plus précieuses et toute la collection des manuscrits, du manuscrit médiéval au manuscrit contemporain. Là, vous me confiez un trésor, ça veut dire ça. Voilà. Alors, je vous ai sorti la dernière acquisition faite par la médiathèque. Donc, c'est un livre d'heures à l'usage de Poitiers. Livre d'heures, ça signifie que le commanditaire, ce n'est pas un religieux.
Voilà, donc c'est un livre de prière pour un privé. Et on tombe immédiatement sur ce qui fait la richesse de ces manuscrits. Voilà, chaque partie en fait est ponctuée d'enluminures. Donc là, on a une annonciation. Et puis, on a une partie qui est représentée ici par le roi David et Bethzabée au bain, qui annonce les psaumes de la pénitence. Ah, cette page, elle est assez étonnante parce que là, elle est un peu abîmée ici, à cet endroit-là. Je pense qu'elle a été beaucoup regardée, oui, par rapport à d'autres enluminures. Et son rapport au fait qu'est représentée sur cette enluminure une jeune femme légèrement dévêtue, on va dire. Je pense que oui, il doit y avoir de ça. Feuilleter ces manuscrits du XVe et XVIe siècle, c'est un peu comme visiter un musée. On y découvre des peintures d'une qualité inouïe, comme celle réalisée par un grand maître de l'enluminure, Bourdichon. Ici, de la création pure des animaux fantastiques, irréels. Là, une scène d'un incroyable réalisme, le martyre de Sainte Apolline à qui l'on arrache les dents. Et là, on a la représentation d'un Dieu le Père. Oh là là! Ce qui est incroyable, là, dans cette peinture, vu sa dimension, c'est le décor qu'il y a derrière. Il y a des visages qui apparaissent dans le bleu. Voilà. Et quand on grossit l'image, en fait, on voit que dans le globe qu'il tient, il tient le monde dans sa main, il y a aussi un paysage qui est représenté. Ces artistes ont su utiliser la feuille d'or pour créer des lettrines aux reflets solaires, mais aussi mélanger les pigments naturels, composer des amalgames complexes ou même réduire en poudre une pierre précieuse, le lapis lazuli, afin d'obtenir ce bleu d'une intensité digne des vitraux. Martine a gardé pour la fin un manuscrit rarissime, la vie illustrée de Sainte Radegonde. Sa valeur dépasse le 1 million d'euros. Ça n'est pas le plus ancien, mais c'est le plus prestigieux, dans la mesure où c'est la vie de Sainte Radegonde racontée par l'évêque Fortunat, Venance de Fortunat. On est vers 1100. Le style n'est pas du tout le même, hein. C'est celui qu'on retrouve d'ailleurs dans les peintures des églises. Baptistère, voilà. Saint-Jean, on a un petit peu cet exemple-là. Au niveau des visages notamment, on reconnaît tout à fait qu'on est bien au XIIe siècle et plus au XVe comme tout à l'heure. Finalement, les plus belles peintures du Moyen-Âge, on les trouve où ? On les retrouve dans les livres, puisque c'est vrai que dans les églises, souvent, elles ont été abîmées. Elles ne se sont pas forcément bien conservées. Et le parchemin est un support solide et reste le vecteur, oui, de la peinture médiévale, d'une manière générale. Pour comprendre à quel point le Moyen-Âge est le temps des couleurs, nous retournons à Notre-Dame-la-Grande. Hélène Richard, directrice de Scherzo, une société spécialisée dans la mise en lumière, nous attend à la tombée de la nuit avec une promesse, nous faire remonter le temps. C'est stupéfiant, ce n'est pas le même bâtiment que l'on découvre. C'est vrai, ça change. La couleur raconte une toute autre histoire finalement. Mais alors Hélène, expliquez-moi, au Moyen-Âge, ce bâtiment, il pouvait être avec ses couleurs, avec cette vivacité? Au Moyen-Âge, les églises étaient peintes. Beaucoup d'églises étaient peintes, eh bien parce qu'en fait, pour pallier l'analphabétisme, si je puis dire, la couleur donnait une lecture aux gens. C'est-à-dire qu'on est devant le livre de Pierre. Et le livre de Pierre est éclairé par la couleur pour donner à comprendre l'histoire qui se raconte là. Et s'il y a des scènes qui vous touchent plus particulièrement ici? Moi, je dois dire que je suis toujours très émue de revoir Adam et Ève. Le début de la fresque, qui est aussi le début de l'histoire et le début du livre. L'Annonciation, c'est toujours un thème extraordinaire, cet archange qui est tellement beau. C'est une des propositions que vous avez faites et il peut y en avoir d'autres sur les couleurs possibles de cet édifice? Oui, alors on a rêvé effectivement autour de Notre-Dame-la-Grande, on a rêvé à ce que pouvaient être ces couleurs parce que eh bien, les monuments étaient aussi repeints, donc on suivait d'une certaine manière la mode. Comment le manteau de Marie, par exemple, à notre grande surprise, la robe de Marie était rouge à une époque, puis elle est passée bleue. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas imaginer une mode comme ça au fil des siècles où la façade changerait de couleur. En vous écoutant, Hélène, je me dis que vous avez un point commun avec ceux qui ont sculpté, qui ont imaginé ce monument, c'est que vous faites travailler l'imaginaire de ceux qui regardent.
Oui, c'est vrai qu'on a envie de raconter des histoires et que la couleur, l'image, la lumière, c'est aussi une manière de raconter des histoires sans forcément passer par le truchement de l'écriture, de la narration. C'est une forme de narration qui laisse beaucoup de place à l'imaginaire du public, effectivement. C'est depuis l'hôtel de ville que nous allons vous saluer. Le bâtiment date du 19e siècle, mais on a pris soin de mettre en bonne place dans ce vitrail Aliénor d'Aquitaine, l'une des grandes figures de l'histoire de la ville. Une façon aussi de rappeler que bien avant notre époque contemporaine, branchée en permanence sur les écrans, la société médiévale baignait dans une culture de l'image et des couleurs.